voulais d'abord en faire un thread parce que j'ai déjà témoigné à plusieurs reprises de choses qui me sont arrivées dans ma vie sur Twitter, mais ça aurait été beaucoup trop long et ça fera une parfaite introduction à la prochaine vidéo militante qui parlera de sexe et de domination. Je sais pas du tout si cette vidéo va être réellement difficile à faire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça risque de pas être tout à fait joyeux parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une période d'hypersexualité que j'ai vécue après des traumatismes. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alex et Antipatriarcat me sert habituellement à partager mon travail graphique et militant sur les réseaux, même si aujourd'hui on va aborder un sujet beaucoup plus perso. Comme la majorité des femmes, malheureusement, j'ai subi à plusieurs reprises dans ma vie des violences sexuelles. Je vais pas revenir sur les détails sordides de ces événements, je vais simplement résumer en disant que j'ai subi plusieurs viols et des violences conjugales. Ça a eu un fort impact sur ma vie et comme vous pouvez vous en douter, ça a été plutôt traumatisant. Après le dernier de ces événements, il y a un peu plus de 2 ans, je suis entrée dans une période d'hypersexualité dont je commence tout juste à sortir. Je pense que c'est un sujet très important qu'il faudrait qu'on aborde un peu plus parce que ça peut être un moyen très efficace d'autodestruction et ça peut nous faire avoir des comportements dangereux envers nous-mêmes. Les différents traumatismes que j'ai vécus ont provoqué chez moi un vaginisme qui a commencé dès le début de ma sexualité. Je vais pas expliquer en détail exactement ce que c'est un vaginisme ici parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Je vais simplement résumer en expliquant que le vaginisme, en gros, c'est des contractions involontaires du périnée qui rendent impossible ou douloureuse la pénétration. Lorsque ma relation avec l'homme qui m'a fait subir des violences conjugales s'est terminée, je me suis sentie envahir d'une espèce de grande liberté et d'une volonté d'expérimentation. J'avais l'impression d'avoir perdu énormément de temps et qu'il fallait que je rattrape ce temps perdu. Du coup, à partir du moment où je suis redevenue célibataire, j'ai commencé à voir les sollicitations autour de moi que je ne percevais pas auparavant et surtout, j'ai commencé à y répondre positivement pratiquement à chaque fois. Je me suis aussi très rapidement inscrite sur Tinder et j'ai commencé à rencontrer pas mal de personnes, à flirter avec des hommes comme des femmes. Et il m'est d'ailleurs arrivé des rencontres relativement cocasses, comme la fois par exemple où j'étais avec un homme et une des femmes que je fréquentais est arrivée et est venue spontanément m'embrasser devant lui, ne sachant pas évidemment que c'était un de mes partenaires. Alors heureusement, je me présentais systématiquement comme polyamoureuse, c'était des relations honnêtes et des relations pas très sérieuses, mais franchement, j'ai rarement été aussi gênée de ma vie. Pendant plusieurs semaines, j'ai papillonné à gauche, à droite, en flirtant avec plusieurs personnes, mais sans vraiment aller plus loin que quelques baisers et quelques caresses, jusqu'à ce que je rencontre un homme avec qui je me sentais très bien et avec qui j'avais envie d'aller plus loin. J'avais 24 ans, mais quand j'ai couché avec cet homme, honnêtement, j'ai eu l'impression que c'était ma première fois. Et une belle première fois du coup. En fait, c'était simplement la première fois de ma vie, à 24 ans, que je me sentais respectée et acceptée pour ce que j'étais par un homme. Un soir, je suis allée dormir chez lui. Le soir, on a eu des rapports, mais sans pénétration. Et le matin, on a tenté, et ça a marché. Et en fait, mon vaginisme avait littéralement disparu. Il n'est jamais revenu depuis, mais je voudrais quand même préciser que ce n'est pas grâce au pénis magique de cet homme. Loin de là, c'est surtout parce que j'avais travaillé sur le sujet, j'avais réussi à identifier la cause de mon vaginisme, parce que c'est souvent causé par un traumatisme, qui peut être issu des violences sexuelles, mais pas forcément. J'avais aussi appris à accepter et à mieux écouter mon corps, et en fait c'est tous ces éléments-là, couplés au fait d'être un homme qui était simplement respectueux, ce qui devrait être la norme évidemment, qui ont suffi à ce que mon physique, et mon psychique aussi, comprennent que le sexe, c'était pas forcément un viol. Cette relation, elle n'a pas particulièrement duré, et c'est très bien comme ça, mais à partir de là, j'ai commencé à rencontrer vraiment beaucoup de personnes via Tinder. Concrètement, je pense que j'avais un date presque tous les jours. Ça m'est même arrivé d'avoir plusieurs dates le même jour. Et j'ai commencé vraiment à enchaîner les relations sans lendemain. Je partais du principe que chaque personne que je rencontrais était vraiment un coup d'un soir, que ce serait pas des relations qui duraient. Après, au fur et à mesure, j'ai fini par rencontrer des personnes que j'avais envie de revoir et du coup, j'ai fini par avoir, en plus de ces dates épisodiques, plusieurs relations simultanées qui duraient quelques semaines ou quelques mois ou juste quelqu'un que je revoyais 1 ou 2 fois, bref, voilà. Évidemment, chaque partenaire était au courant de l'existence d'autres partenaires. Après, certains en savaient plus que d'autres parce que certains ont demandé plus que d'autres, mais dans l'absolu, en fait, j'essayais simplement d'être honnête avec tout le monde. Avant d'évoquer un premier risque que peut nous faire courir les périodes d'hypersexualité, je
Je vais quand même expliquer déjà ce que c'est, parce qu'en fait je l'ai toujours pas fait. Alors effectivement, c'est un lien avec la quantité de sexe, avec le nombre de partenaires dont on a envie, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et concrètement, deux personnes ayant exactement la même libido peuvent tout à fait l'une des deux être hypersexuelle et pas du tout l'autre. Parce qu'en fait, l'hypersexualité ne place pas un niveau normal de pulsion sexuelle. C'est pas genre à partir d'une certaine libido, à partir d'un certain désir sexuel, vous êtes hypersexuel. Pas du tout. En fait, l'hypersexualité, c'est simplement quand notre comportement sexuel a une incidence négative sur notre vie sociale et que notre sexualité en fait nous fait nous mettre en danger. Donc notamment lorsque notre sexualité nous pousse à prendre des risques pour notre intégrité physique ou émotionnelle. Il est fréquent que des traumatismes liés aux violences sexuelles fassent émerger des périodes d'hypersexualité comme ça, mais c'est pas la seule cause. La psychologie c'est complexe et concrètement ce n'est pas parce que vous vivez une période d'hypersexualité que vous avez nécessairement subi des violences sexuelles. Ça peut venir d'autres violences, ça peut venir d'autres traumatismes, mais dans ce cas précis, dans cette vidéo, comme on parle de mon propre témoignage et que ma période d'hypersexualité est liée à des violences sexuelles que j'ai subies, on va rester là-dessus. Le premier risque que peut engendrer l'hypersexualité, il est assez évident, c'est le risque d'IST tout simplement. L'hypersexualité, elle peut même justement se manifester par le fait d'accepter d'avoir des rapports sans protection. Dans ce contexte-là, on ne parle pas d'un manque d'éducation sexuelle, on ne parle pas d'ignorance, on parle vraiment de personnes qui savent et qui prennent des risques consciemment. C'est un comportement que personnellement je n'ai pas eu, donc j'en parle avec distance, mais ça arrive et ça me semblait important d'en parler dans cette vidéo, en tout cas de le mentionner au minimum, parce que finalement un manque de confiance en soi, une forte volonté d'autodestruction, une certaine dévalorisation de soi-même, ça peut mener à avoir consciemment des comportements risqués et donc ça peut amener à accepter consciemment des rapports non protégés. On en revient à mon cas perso du coup, après cette rencontre avec cet homme respectueux, c'est là finalement que la situation a commencé à se dégrader, que j'ai commencé en fait à développer une sexualité qui ne pouvait pas se passer de violence. Ce qu'il s'est passé, c'est que plusieurs hommes que j'ai rencontrés dans le cadre de ces rencontres éphémères, un petit peu comme ça, ces dates Tinder et tout ça, ont eu des comportements violents avec moi sans me demander mon avis, donc à mon insu, sans s'assurer en fait de mon consentement. Alors là on parle de ces comportements, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle, le fait de se faire étrangler, le fait de se prendre une fessée comme ça venue de nulle part, le fait de se faire tirer les cheveux. Là ça paraît compliqué mais à l'époque j'avais beaucoup de cheveux. En fait c'est tous ces gestes violents, normalisés et issus du BDSM mais qui apparaissent comme ça dans la sexualité sans demande de consentement et en fait sans les précautions que prend normalement le BDSM. Alors attention, j'ai pas du tout envie de glorifier le BDSM ni la manière d'envisager le consentement dans le BDSM. On en parlera probablement dans la vidéo sur le sexe et la domination, mais c'est pas le sujet ici. Ce qui est important, c'est que la normalisation de ces pratiques finit par donner une espèce d'impression d'indispensable, comme si en fait la violence d'un des partenaires sur l'autre et la plupart du temps la violence d'un homme sur une femme était indispensable à la jouissance. Alors évidemment c'est pas le cas, hein, mais la normalisation de ces pratiques peut donner cette impression et ça peut avoir des conséquences. Dans un premier temps, ça m'a beaucoup plu, j'avais un petit peu l'impression d'être différente, j'avais un petit peu l'impression d'être libérée, d'avoir envie d'essayer plein de pratiques, de vivre en fait finalement dans un certain idéal d'épanouissement sexuel. Sauf que, comme je le rappelle, j'avais 24 ans, mais en réalité, je débutais ma vie sexuelle. Je commençais à peine cette quête pour découvrir ce qui me plaisait, et ça a engendré cette espèce d'impression que, en fait, si on ne me faisait pas mal, c'était nul. Et avec le recul, c'est vraiment hyper triste en fait. Ce genre de relation-là, dans mon cas, c'était toujours des relations éphémères. Concrètement, je n'arrivais pas à continuer à voir ce genre d'homme à plusieurs reprises. C'est-à-dire que on se voyait quelques fois, ça durait quelques semaines, peut-être quelques mois, mais ça durait jamais vraiment. Même pour des relations en fait qui étaient uniquement basées sur le sexe, c'était pas du tout des relations pérennes. Alors que par la suite, j'ai eu des relations basées sur le sexe pérenne et qui n'ont abouti à aucune affection ou quoi que ce soit. Et parallèlement à ces relations-là, j'avais des relations affectives avec d'autres personnes, avec qui par contre, du coup, je couchais pas du tout ou très peu. Finalement, j'avais fait une espèce de frontière dans ma vie entre ce qui était sexuel et ce qui était affectif.
Pour moi, ces besoins, les besoins affectifs et les besoins sexuels, ne devaient pas être remplis par les mêmes personnes. Et finalement, je me rends bien compte avec le recul que les relations affectives, par contre, étaient plutôt pérennes, c'est-à-dire qu'elles ont duré plutôt longtemps. Et puis un jour, dans tout ce joyeux bordel, j'ai fini par rencontrer un homme qui savait ce qu'était un clitoris, qui savait où il se trouvait et qui savait le stimuler. Ça a changé ma vie. En fait, j'ai découvert que derrière cette violence se cachait le manque d'intérêt de mes partenaires. Parce qu'avec la violence, c'était facile de faire ressentir quelque chose à quelqu'un. C'était facile de frapper pour faire ressentir quelque chose de fort. C'était facile de tirer les cheveux pour faire ressentir de la douleur, pour faire ressentir une émotion forte à quelqu'un. Sauf qu'en réalité, la douceur, c'est peut-être plus compliqué, c'est plus long, ça demande plus d'attention, mais c'est tellement mieux. Pour beaucoup de personnes, ça paraît sûrement totalement évident et il n'y a pas besoin de passer par presque 2 ans d'hypersexualité pour s'en rendre compte. Mais pour moi, c'était pas du tout intuitif. Après les premières mauvaises expériences qui n'avaient pas été discutées et où on m'avait imposé la violence à mon insu, toutes les autres fois où ça arrivait, j'avais discuté de ça au préalable. J'avais parlé avec les personnes, on avait parlé de domination, on avait parlé de comment les rapports se produiraient, de quelles étaient les limites. Ça avait été discuté dans la plupart des cas. Après ces quelques mauvaises expériences du début et quand j'ai commencé vraiment à chercher ces relations-là, j'en discutais au préalable. On se demandait des précisions, jusqu'à quelle limite, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et ainsi de suite. Donc c'était des relations qui étaient totalement consenties. Et en fait, cette espèce de consentement que j'avais donné, mais que... En fait, c'était un consentement qui était libre, mais qui n'était pas éclairé. Alors évidemment, ces personnes-là m'ont pas violée, hein. C'est pas du tout comme ça que je le ressens, et c'est pas du tout ce que je veux dire par là. Mais il est évident pour moi, avec le recul, que mon consentement n'était pas totalement éclairé. Néanmoins, en fait, que le consentement soit tout à fait éclairé ou pas, je l'avais donné, et je l'avais donné sciemment, et j'en avais discuté avec la personne. Ce qui fait que de ma perception, je n'arrivais pas à voir le problème. C'est clairement un problème que j'ai créé moi-même en miroir des traumatismes que j'avais vécus, mais à ce moment-là, je n'étais pas capable de m'en rendre compte. Mon hypersexualité, en fait, elle se manifestait par ma recherche continuelle et en allant toujours plus loin de violence dans ma vie sexuelle. C'était un petit peu comme un rappel constant de la domination masculine que je m'auto-infligeais en utilisant des hommes dans ma sexualité, et j'avais vraiment l'impression que c'était totalement indispensable pour jouir, que je ne pourrais pas avoir d'orgasme autrement. Et bon, quelque part c'était un peu vrai, parce que je pense que la plupart de ces hommes-là ne savaient pas où était un clitoris, donc forcément ça complique les choses. Mais j'avais vraiment cette impression-là que sans violence, pas d'orgasme. En fait, j'étais totalement dans un espèce de processus d'autodestruction où je m'infligeais encore et encore des gestes qui m'avaient traumatisée par le passé, tout en ayant cette impression de m'épanouir sexuellement. Dit comme ça paraît totalement absurde, mais c'est vraiment ce qui se passait. Comme je l'ai dit précédemment, c'est donc beaucoup plus facile de faire ressentir à quelqu'un quelque chose par la violence que par la douceur. Mais aujourd'hui, à titre personnel, j'ai envie que mes partenaires prennent le temps de passer par la voie de la douceur, en fait. Et je sais que cette vision-là, elle n'est pas partagée par tous, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui perçoivent la violence dans le sexe autrement, mais en fait, là, je témoigne de ma période d'hypersexualité, donc concrètement, je vous explique comment moi, je percevais la violence dans le sexe, hein. Si vous n'avez pas la même, c'est normal, on est des individus différents. Dans cette vidéo, j'ai parlé principalement de sexualité hétérosexuelle, et j'ai totalement omis, en fait, la plupart de mes relations avec des femmes, même si c'est vrai que je les ai inclus plus ou moins quand je parlais de l'histoire, et puis il y a des moments où j'étais un peu plus inclusive qu'à d'autres. Mais concrètement, cette histoire de violence, elle se cristallise vraiment dans la sexualité que j'ai eue avec des hommes, donc dans la sexualité hétérosexuelle. C'est pas que j'ai pas eu de relation avec des femmes pendant cette période-là, c'est juste que finalement les relations que j'ai eues avec des femmes pendant ces périodes-là étaient beaucoup plus saines. C'était pas du tout en fait des relations dans lesquelles il y avait de la violence, ça faisait plutôt partie justement de mes relations qui étaient dans la partie affective. Donc développer et apprécier une sexualité sans violence, je pense pas que ce soit forcément simple, ça demande vraiment un travail sur soi-même. Surtout en fait quand on est une femme et donc quand on a été habitué toute notre vie à être subordonné aux hommes dans toutes les sphères de la société. Ceci dit, pour moi, c'est un travail qui est nécessaire
Et je pense qu'il pourrait aider en fait d'autres personnes que moi. Je pense que ça pourrait aider d'autres personnes que moi d'entamer un processus de déconstruction de sa sexualité, de réfléchir en fait à ce qu'on aime, de réfléchir à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait avoir des orgasmes, et de comprendre pourquoi. Parce que jouir c'est bien, mais si comme dans mon cas en fait vous avez des orgasmes dans des cadres qui ne vous conviennent pas, dans des cadres qui vous font vous questionner, dans des cadres qui ne vous mettent pas à l'aise, dans des cadres de violence qui répètent la domination patriarcale, bah peut-être que ça pourrait aussi être une solution pour vous de vous questionner là-dessus, de lister chacun des choses que vous aimez, et de regarder en fait ce qui vous convient ou pas et de vous demander pourquoi. Et pour faire ça, pour entamer ce processus, bah, la première chose que j'ai fait, c'est faire le tri dans ma vie et finalement arrêter de collectionner les partenaires comme les Charles dans ma blocklist Twitter. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, vous avez sans doute entendu parler de mon partenaire actuel, un petit peu sous la forme d'un espèce de feuilleton de l'été. Et je vais simplement l'évoquer ici pour dire que de mon hypersexualité, en fait, il ne reste que lui. Une autre chose qui m'a aidée à sortir de cette période d'hypersexualité, qui m'a aidée à avancer et à progresser avec moi-même, c'est aussi de développer une sexualité solitaire. J'en ai toujours eu une plus ou moins dans ma vie, mais avant de vraiment me poser des questions, je regardais du porno, je regardais beaucoup de porno, souvent des trucs très violents, et puis après je culpabilisais, et puis je me questionnais beaucoup de pourquoi en fait j'avais besoin de ça. Et un truc qui a aussi radicalement changé mon comportement, qui a aussi radicalement changé ma perception des choses, c'est d'acheter des sextoys, tout simplement en fait. Avec eux, j'ai appris à me servir de mon imagination, et surtout, j'ai appris à ne plus ressentir le besoin de rencontrer sans cesse de nouveaux partenaires. Et finalement, c'est grâce à eux si aujourd'hui dans ma vie, l'homme qui reste dans ma vie, ce n'est pas parce que je ressens le besoin de coucher avec quelqu'un régulièrement, mais c'est bel et bien parce que je le trouve suffisamment intéressant pour le garder dans ma vie. Et puis bon, si vous suivez sur Twitter, peut-être que ça ne durera pas, je ne sais pas, on verra. Avant de conclure, je voulais préciser que cette vidéo est totalement issue de mon expérience personnelle. Donc si vous avez un autre avis, si vous aimez le BDSM, si vous aimez la violence, en fait, grand bien vous fasse, mon expérience n'invalide pas la vôtre. Je pense que c'est un sujet important à déconstruire. Je pense qu'il faut vraiment parler de la violence dans le sexe et que c'est un sujet par lequel vraiment il va falloir passer pour réussir à abolir le patriarcat. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de penser comme moi, et d'ailleurs, si c'est le cas, bah vous pouvez me mettre vos avis dans les commentaires, ce serait super intéressant que je puisse vous lire, dans le respect et dans la bienveillance évidemment. Cette vidéo, elle peut peut-être paraître un peu superflue, un peu inutile comme ça, mais en fait elle va vraiment me permettre de prendre du recul et puis de finalement poser un petit peu ses bases pour cette prochaine vidéo dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur le sexe et la domination qui va arriver et qui elle sera beaucoup plus théorique et abordera le sujet de manière totalement différente. Ce sera peut-être étrange d'espérer que cette vidéo vous ait plu, mais j'espère au moins qu'elle aura pu vous intéresser, qu'elle vous aura peut-être apporté quelque chose. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres réseaux que je vous mets dans la description. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour une vidéo où on va parler d'inspiration et du développement de son propre style graphique.